Alors aujourd'hui, je vais vous parler quand même d'une figure majeure de la science moderne, ce certain André Vézal, ou Andries van Wezel en flamand, ou encore Andrea Vesalius en latin. Donc c'est une personnalité très contestée de son vivant, mais j'ai envie de dire, nous le sommes tous. André a vécu au XVIe siècle, une époque qui voit la fin du Moyen-Âge et l'entrée de l'Europe dans l'époque dite des temps modernes. Plongeons-nous, si vous le voulez bien, dans cette épopée humaniste. André Vézal, de son vrai nom Andries van Wezel, est un médecin flamand né en 1514 à Bruxelles. Il est issu d'une illustre famille de médecins, ses pères et grands-pères ayant pris soin des grands-ducs de Bourgogne. Il va suivre des études à l'université de Louvain avant de partir approfondir ses connaissances en médecine à Paris en 1532. Là, il y reçoit l'enseignement des grands maîtres de l'époque. Auprès de Daudernac ou encore de Jacques Dubois, il y découvre les théories de Galien sur l'anatomie. Et là, un problème se pose. Vézal, qui a grandi pas loin du lieu des exécutions à Bruxelles, voit bien qu'il existe des différences entre l'anatomie humaine proposée par les antiques écrits du savant Galien et la réalité de l'anatomie humaine. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que Galien a basé ses constatations anatomiques sur l'étude du chien et du singe. Alors ok, ça ressemble un peu à l'humain, mais tout de même. Les humanistes radicalisés en hellénisme restent bloqués sur ces constatations éloignées de la réalité. Vézal va dès lors chercher à faire la lumière sur l'anatomie humaine. Il va commencer à déterrer des cadavres du cimetière des innocents, puis celui des condamnés au gibet. Dans le plus grand secret, il analyse l'anatomie humaine et dissèque des cadavres humains. En effet, ce succulent hobby est interdit à l'époque par l'Église ou enfin surtout par l'Inquisition, la position du pape sur le sujet n'étant pas très claire. Ainsi, à part dans certaines universités italiennes et dans des conditions très strictes en France, il est impossible de toucher à un cadavre. Autant dire que ça n'a pas aidé à faire progresser l'anatomie. On considérait en effet que si on touchait au corps, on abîmait l'âme. On ne possédait pas un corps, on était un corps. Vous voyez, c'était vraiment... Il y avait une confusion entre l'âme et le corps, c'était la même chose. En 1536, il y a guerre entre le Saint-Empire et la France, et Vézal doit repartir chez lui, car il est sujet de Charles V, l'empereur du Saint-Empire. Il passe en Suisse à Bâle, puis arrive à Padoue, où il devient professeur. Il va occuper cette chaire de 1537 à 1543, puis partir à Pise. L'année 1543 est marquée par la publication de l'œuvre majeure de Vézal, qui lui vaudra bien des ennemis. Il s'agit de Humani Corporis Fabrica. Fondé sur les dissections qu'il a pratiquées, cet ouvrage est illustré de nombreuses planches exécutées par Van Calcar. Vézal y réfute beaucoup d'erreurs de Galien et des anciens. Il établit par exemple qu'il n'y a pas de communication entre les moitiés droite et gauche du cœur, contrairement à ce qu'affirmait Galien. En introduisant une révolution dans le domaine de l'anatomie, Vézal s'attire l'hostilité d'un grand nombre de ses pairs. En 1543, il s'envole pour Madrid. Charles V a eu vent de ses talents et le désire en tant que médecin personnel. Il devient médecin de son héritier Philippe II et tenta même de sauver Henri II d'un coup de lance mal placé en 1559. Alors en effet, en 1559, la fille de Henri II, roi de France, se mariait au fils de Charles Quint. Et alors donc il y a eu un tournoi pour fêter ça, et Henri II, le roi de France, s'est blessé d'un coup de lance, et le médecin personnel de Henri II, c'était Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne. Et figurez-vous que Henri II n'avait pas assez confiance en Ambroise Paré, et il a fait venir quand même Vézal pour être sûr de survivre, mais figurez-vous que Henri II est mort quand même, donc c'est quand même une mort un peu débile de mourir lors d'un tournoi pacifique. Suite à une sombre histoire anatomique ou plutôt politique, Philippe II, donc son prince, lui ordonne plus ou moins de faire un pèlerinage en Terre Sainte pour aller expier ses péchés. Une offre de Venise lui parvient, on lui propose de devenir professeur à l'université de Padoue en Vénétie. C'est alors que le pire arrive. En 1564, alors qu'il revient de son pèlerinage, son bateau s'échoue dans les îles Ioniennes sur la magnifique île de Zante. Donc les îles Ioniennes, c'est près de la Grèce. Sur cette île, il va y mourir de faim, abandonné de tous, et son corps est enterré dans un endroit encore aujourd'hui inconnu.
Triste fin pour cet esprit libre, disruptif, qui est allé courageusement combattre les dogmes des humanistes, obsédés par Hippocrate et Galien, dont il répétait les écrits fautifs comme des mantras, et contre la société, encore gangrénée par l'inquisition sanguinaire. Ce grand esprit est aussi un homme moderne, voyageur, européen avant l'heure, et oui, même quand l'Union européenne n'existait pas, les gens voyageaient déjà. Et ceci, nous avons tendance à l'oublier. Tot ziens meneer Vezal. C'était en flamand. Moi, je fais un peu mon expert, là. Ça veut dire au revoir, monsieur Vezal. Ouais, non, je sais, c'est une très belle langue.